Bienvenue à ce nouveau numéro de la semaine de votre émission Ma Culture. Cette semaine, nous recevons les Kassena et les Djerma pour percer le mystère de la plaisanterie qui existe entre ces deux grands groupes ethniques et pour aussi en savoir davantage sur leurs cultures respectives. Et je reçois aujourd'hui Monsieur Abraham Abassagé à ma gauche, qui est Kassena, et Monsieur Mahamoudou Maïga, qui est à ma droite, qui est bien entendu Djerma. Alors, monsieur Abassagé, je commence par vous. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Et vous faites bien de commencer par moi parce que je suis son grand frère. Donc, on n'aurait pas pu faire autrement. D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, c'est nous qui vous remercions. Monsieur Maïga. Merci. Il n'y a pas de monsieur avec lui. Je vais me plaindre. Heureusement que chez nous, les Guermands, on donne beaucoup d'importance à la femme. Parce que la femme est une reine. Sinon, si c'était un homme qui avait commencé par ça là, j'allais me lever partir. Bon, là, moi, je suis au milieu. Hein. Le débat se passe entre vous deux. Alors, nous allons tout de suite à la toute première rubrique, la longueur d'onde. Et là, pour équilibrer les choses, je vais commencer avec Monsieur Maïga. Là, Monsieur Abassagé aura marqué 1 point et Monsieur Maïga également. Monsieur Maïga, parlez-nous des Djerma. Merci, madame. Et vous dites Guerma. Et les Guerma sont une communauté issue du grand empire Songhai, dont je n'ai même pas envie d'en parler. Le grand empire Songhai qui va depuis le Sénégal jusqu'au Soudan, une grande partie du Mali et une grande partie de l'Algérie, de la Mauritanie jusqu'au Maroc, en prenant une partie du Ghana, une partie du Bénin, une partie du Togo, une partie du Nigeria, le Niger. C'était vraiment un grand empire bien avant sa dislocation. Bon, maintenant, d'une manière générale, il faut dire que le Songhai était juste pendant son apogée habité, c'était un empire cosmopolite. Il y avait en majorité des Songhai, il y avait des Tamasheks, des Keltamasheks, il y avait des Arabes, il y avait des Peuls, des Bambara, et qui occupaient tout au long de cet empire. Mais concernant les Guermands, on va se référer au Songhai. Après la destruction de l'empire Songhai, il y a eu un peu, selon la géolocalisation et selon la manière dont le peuple s'est un peu répandu à travers l'empire, nous avons la zone des 3 frontières, le Mali, le Niger et le Burkina, qu'on appelle généralement le Gourol, autour du fleuve Niger. Les communautés Songhai qui sont restées là-bas ont pris cette manière de parler qui leur a donné le statut de Sonrai. Ensuite, ceux qui ont suivi le fleuve encore continué jusqu'au Niger et aller vers la frontière du Nigeria et du Bénin, rencontrer d'autres communautés. Et ça donnait cette communauté qu'on appelle les Guerma. Ensuite, il y a ceux-là qui ont suivi le fleuve Niger jusqu'au Bénin, une partie du Ghana, une partie du Togo. C'est suivre le fleuve, c'est-à-dire que suivre le courant, parce qu'on peut nager à contre-courant, mais on peut nager aussi en suivant le courant. Donc en suivant le courant du fleuve jusqu'au Bénin, au Togo et au Nigeria, au Ghana, on les appelle, cette communauté s'appelle aujourd'hui des Dendé. Des Dendé, ça veut dire se laisser emporter par le courant de l'eau. Donc, il y a ceux-là qui ont eu aussi la chance de passer par Ombori et rencontrer une petite résistance avec les communautés Peul. Comme ils étaient sur la colline Ombori, ils ont effectivement résisté. Et au fil du temps, ils sont restés ensemble après les guerres, avec les communautés Peul. Vous allez rencontrer aussi ceux-là qu'on appelle les Ombori. C'est des Maïgas, mais aujourd'hui, leurs enfants ne parlent pas Songhai, mais les grands-parents parlent Songhai.
Il y a ceux-là aussi qui ont eu la chance de passer par, comme on appelle, vers la zone de Waïgouya. Vous avez des grandes familles aujourd'hui, des grands descendants comme la famille de Ramatoulaye. Ce sont des Sonrai. Les grands-pères parlent Sonrai, mais eux-mêmes aujourd'hui ne parlent pas. Les enfants ne parlent pas. Donc, concernant maintenant la communauté Guerma qui a eu entre-temps un devoir d'aller conquérir et d'aller aider d'autres communautés, c'était des guerriers Guermabé qui, après la destruction de l'Empire Songhai, ne pouvaient faire aucune autre activité que la guerre. Et vous constituez une minorité au Burkina Faso, hein. Pour la grande majorité, vous êtes au Niger. Et ça dit que vous venez du Niger principalement? Non, la grande majorité, ce n'est pas au Niger, c'est au Mali. D'accord. Voilà, nous venons tous du Mali. Tout ce qui est dérivé du Songhai vient du Mali. Voilà, du grand empire des Askia et de Soni Alibert. Voilà, tout celui qui parle Songhai, Guerma, Dendé, Marancé et autres vient de Gao. Mais au Niger aussi, ce n'est pas négligeable, hein. Quand on parle du Songhai, du Sonrai, on voit tout de suite, bon, principalement, on voit tout de suite le Niger, où au Mali, l'ethnie n'est pas aussi valorisée qu'au Niger. Bon, c'est ce que j'avais dit. Les origines, c'est le Mali, c'est l'Empire Songhai. Et comme j'avais aussi expliqué l'étendue, en réalité, de l'Empire Songhai, il faut reconnaître qu'au moment où l'Empire Songhai était à son apogée, et dans toutes les ramifications de l'Empire, il y avait des princes Songhai qui représentaient l'autorité des Askia, qui représentaient l'autorité des Soni Ali. Donc, et quand après la destruction de l'Empire Songhai, la destruction de l'Empire Gao, il faut remarquer que la plupart des Songhai sont redescendus en suivant le fleuve Niger. Et en suivant le fleuve Niger, ça veut dire que la quasi-totalité de ceux qui ont quitté le Mali se sont retrouvés au Niger et se sont ajoutés à ceux qui étaient déjà au Niger. Ce qui fait qu'aujourd'hui au Niger, nous constituons une entité très très importante. D'accord, c'est bien noté. Alors, monsieur Abassagué, c'est qui les Kassena? Les Kassena, c'est un peuplement, c'est l'un des anciens peuplements du Burkina et du Ghana. Les Kassena sont actuellement, aujourd'hui, situés au sud, à l'extrême sud du Burkina, sur quelque chose comme 30-50 km de la frontière avec le Ghana, et sur quelque chose à l'intérieur du Ghana, sur une centaine de kilomètres. Autrement dit, le peuple Kassena est divisé, est traversé, l'expression est traversée par la frontière Burkina-Ghana, la frontière nord du Ghana et la frontière sud du Burkina. Alors, les Kassena sont un peuple qui, selon la littérature, serait venu du Tchad et qui se sont installés dans un premier temps, pas totalement au centre parce que les Kassena sont majoritairement des agriculteurs. Voilà, ils ne sont pas très éleveurs, c'est des guerriers et des agriculteurs. Et autour des années 1000-1100, ils se seraient déportés par petits groupes parce que, soit dit en passant, c'est un sous-groupe de cette ethnie qui est appelé entre guillemets Gouroussi, parce que Gouroussi, en fait, ceux qu'on appelle Gouroussi ne se reconnaissent pas comme Gouroussi, parce que, pour la petite histoire, Gouroussi, ça veut juste dire un peuple barbare, parce que c'était des gens qui ne connaissent pas l'autorité d'un chef unique, jusqu'à, en tout cas très récemment, je vais dire au début des années 1900. Les Gouroussi, ce sont des peuples généralement liégés. Ils ne reconnaissent pas un chef qui décide et puis bon, bien représentant, etc. Donc, tous ces peuples qui s'étaient mis ensemble et qui décident, on va dire démocratiquement, selon les grandes familles,
selon les détenteurs des grands sacrifices, selon les familles des grands guerriers. Donc, bon, bref, pour résumer, les Kassena donc, sont une partie donc, de ce groupe Gurunsi, installé dans le sud du Burkina et puis bon, qui est aussi au Ghana. On pourra revenir sur d'autres aspects, mais en gros, voici ce qu'on peut dire. D'accord. En parlant alors de la parenté à plaisanterie à proprement dit, est-ce que vous avez une version de l'origine de la plaisanterie entre les Kassena et les Djerma? C'est eux qui sont venus nous demander à être plaisantés avec nous. Et puis vous avez accepté. Non, mais plus sérieusement, vous savez que l'histoire de la parenté à plaisanterie, c'est actuellement, bon, les gens peut-être ne le savent pas, mais quand on dit parenté à plaisanterie ou alliance à plaisanterie, c'est d'abord une alliance ou d'abord une parenté. Ça fait que lui qui est mon parent à plaisanterie, mais plus précieux parce qu'on a un lien, forcément. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'histoire qui a fait qu'on est lié, mais comme on ne peut pas être frère, comment on fait pour garder ce lien-là de sorte que, quel que soit où nos enfants se retrouvent, que ce lien soit fort ou en tout cas soit particulier par rapport à une autre ethnie. Voilà, donc dans son cas, pour ce que je connais, il a évoqué tantôt le fait qu'ils étaient des mercenaires. Ces gens sont des mercenaires. Ils vont partout, ils font la guerre. Est-ce qu'on peut vivre de la guerre? Bon, donc, bref, pour être plus sérieux, c'est dans ça que, bon, ils se sont retrouvés chez nous parce que nous, on n'était pas aussi forts militairement que eux à l'époque. Je dis à l'époque parce que maintenant, si lui, il s'amuse avec moi. Monsieur Maïga semble ne pas être d'accord. Oui. J'espère que vous ne lui donnerez pas la parole. Non, allez-y. Donc, c'est dans ces entrefaites pour dire qu'ils ont prêté une main forte au pays Gurunsi à un moment donné. Chacun peut donner sa version, hein, mais ce que je retiens dans le cadre donc, de cette émission, c'est que vraiment, les deux peuples se sont rencontrés de cette façon-là. Et bon, l'un ou l'autre a pu apporter un soutien quelconque à l'un ou l'autre. Il y a des Gurunsi qui ont épousé des filles Sonrai à l'époque, et des Sonrai qui ont épousé des Gurunsi, etc. Donc, pour que ce lien puisse rester, parce que bon, vous ne pouvez pas aller rester dans un territoire des hommes pendant 1 an, 2 ans, 10 ans pour faire la guerre. Bon, tu ne vas pas repartir chez toi te marier. Souvent, ils se marient et leurs filles aussi. Vous savez, les Gurunsi, nous, on est beaux, on est séduisants, donc ils nous ont donné tout. Voilà, donc, voici. Monsieur Maïga, est-ce que vous avez la même version des faits? Et effectivement, et je pense que c'est pratiquement la même version, mais la version améliorée, c'est moi, je la détiens. La version améliorée, c'est moi, je la détiens. C'est comme il l'a dit. En réalité, il y a ce que les Blancs ont écrit, il y a ce que nos grands-pères aussi nous ont légué. Voilà. En réalité, nous prenons beaucoup en compte ce que nos grands-pères nous ont légué, même qu'aujourd'hui, on nous oblige à prendre en compte ce qui est écrit. Voilà. Donc, ce lien de parenté à plaisanterie, et comme il l'a dit, avec la communauté Kassena, puisqu'il ne veut pas parler trop de Gurunsi. Il veut s'éloigner, c'est un nom de baptême qui vient de chez nous. Alors, Gurunsi, c'est un Guerma. Ok. Gurunsi, c'est un Guerma. Donc, tu n'es pas obligé de dire ça. Il fuit le débat. Gurunsi, ça veut dire que le fer ne rentre pas. Okay. Le fer ne rentre pas, ça vient d'où et comment. Et il faut, comme je l'avais entamé au début, après la destruction de l'Empire de Songhai, c'était pendant des moments de guerre, de guérilla, qui était surtout la période esclavagiste, où chacun voulait dominer l'autre dans l'optique de le rendre esclave. Et puis bon, il y avait cet état de souveraineté aussi qui voulait s'imposer. Donc dans ces guérillas et puis avec des guerres intestines
et l'explosion d'un certain nombre, puisque c'est des communautés. Ça a envoyé à ce qu'il y ait vraiment la chute de l'empire Gao, de l'empire Songhai, et de là-bas, les guerriers qui n'étaient que dans le commandement de l'armée Songhai, dont leur objectif c'était uniquement de faire la guerre. C'était de défendre le territoire, les biens des populations. Et voilà. Donc eux, quand il y a eu la destruction de l'empire Songhai, il y avait la dislocation. Ils se sont retrouvés, la plupart, comme je l'ai dit, ils ont suivi le fleuve Niger. Ils se sont retrouvés au Niger, au bord du fleuve. Bon, maintenant, comme il y avait déjà d'autres qui cultivaient, ceux qui n'étaient pas formés pour la culture avaient des difficultés pour s'adapter aux nouvelles. Voilà. Et aussi, il faut reconnaître qu'à la deuxième milieu du XVIIIe siècle, après la destruction de l'empire Songhai, beaucoup d'autres entités se créaient. Il y avait le Massina qui se préparait à se créer, il y avait la guerre de Peul en ce moment qui créait aussi leur Fouta Djallon, le Massina. Il y avait les Tamashek qui voulaient revendiquer leur autonomie par rapport aux morts, aux Arabes qui les prenaient. Donc il y avait toutes ces guerres intestines qui se créaient, chacun voulait. Donc il y avait cette guerre-là qui était éparpillée carrément dans l'empire Songhai. Maintenant, étant au Niger, les guerriers Djermabé qui étaient venus avec leurs chevaux, qui étaient dans ces petits guérillas entre les Peuls et puis autres là, trouvaient ça lasse entre-temps. Et il y a un qui s'appelait Alpha Hanno, qui voulait vendre, il en avait marre de la guerre, il voulait vendre son cheval. On lui a fait part de la zone de Terra, qu'à Dori, les chevaux se payaient très bien. Donc il est venu à Dori. Arrivé à Dori, on dit non, c'est pas ici. En réalité, si tu veux vendre très bien et cher ton cheval, il faut aller en pays Dogon. En pays Dogon, les chevaux, tu peux avoir au moins 200 à 300 esclaves pour un cheval. Et c'est là... Et les chevaux étaient échangés contre des esclaves. Contre des esclaves. D'accord. Un cheval en son temps pouvait atteindre jusqu'à 200 à plus de 200 esclaves. Donc, il était avec ses compagnons. Et ses compagnons, il y en a qui étaient vers la zone du Ghana. Donc, quand il est arrivé en pays Dogon, il est venu coïncider avec une situation. En fait, le pays Dogon était sous tutelle Ashanti, au Ghana. Les Ghanéens et les Ashanti du Ghana percevaient des impôts chez des Dogons, qui étaient à cheval aussi entre le Burkina. Il n'y avait pas de frontières en ce moment. Imaginez aujourd'hui, c'est presque à cheval. Donc quand ils sont arrivés, ils avaient déjà une dette de près de 2 ans. Ça, ce sont selon les écrits du chercheur, comment il s'appelle, Jean Rouch, qui s'est beaucoup intéressé sur la communauté. Très vite, hein, la relation entre voilà, Djerma et Kassena. Donc c'est le même Alpha Hanno là qui est venu, et quand il est arrivé en pays d'Oran, il est venu coïncider avec cette situation de dette. Et la dette là, c'est quoi? C'est des esclaves qu'on payait sous forme de patente. Donc il y avait énormément d'esclaves qui devraient payer, et quand ils sont arrivés, il est arrivé trouver qu'effectivement, ils n'avaient pas le nombre qu'il fallait. Et alors que s'ils ne payaient pas, le chef d'Oran, s'il ne payait pas, les Ashanti allaient passer à une autre vitesse. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il était en pourparlers avec ses chefs de guerre et qu'il fallait faire des razzias dans les environs. Et quand Alpha Hanno est venu, lui, il a demandé s'il pouvait, au lieu de vendre son cheval, s'il pouvait se joindre pour cette guerre de razzia-là. On l'a accepté. Il avait donné des conseils d'ailleurs qui étaient très bien. Quand ils sont allés, lui, il allait particulièrement seul et il a fait appel aux autres Djermabé qui étaient venus, il y a du travail. Le travail, là, il y en a ça ici, la guerre, c'est ici qu'il y a du là. Donc, ils n'ont qu'à venir. Donc, il avait déjà un petit bataillon qui l'a rejoint et il faisait aussi des razzias. Et ces razzias-là, malheureusement, c'était dans la zone de Gouroussi. Voilà, c'était dans la zone de Gouroussi. Et comme il l'a dit, les Gouroussi en son temps, c'était des acéphales. Ils n'avaient pas une chefferie comme ça, là qu'il faut dire que voilà une entité qui les commande, qui fait tout. Donc quand ils sont arrivés, ils avaient commencé à faire quelques esclaves. Et quand ils venaient, lui, il ne vendait pas tous ces esclaves. Il vendait une partie et il enrôlait une partie dans son armée. Donc il a fait son temps, il a fait ses preuves jusqu'à un certain moment, c'était Alpha Hanno jusqu'en 1862. Après 1862, et il y avait l'autre, la Gazari. Gazari, en réalité, qui, quand lui il est arrivé,
il a quitté le Ghana pour rejoindre son camp. C'est des compagnons de guerre. Quand il est arrivé, il avait proposé une autre manière de continuer la guerre, mais de s'organiser avec la communauté Gurunsi. Donc il avait dans ses rangs des commandos, des capitaines Gurunsi. Et ils avaient un certain nombre de liens qui faisaient qu'ils les apprenaient comment faire la guerre, ils les enrôlaient, ils les apprenaient, on les appelait les cavaliers de vautours. C'est-à-dire que là où ils passent, c'est que des vautours vont passer, parce qu'il y aura des cadavres. Donc vraiment, ils étaient socialement organisés, ils avaient ce lien-là, du fait que les Gurunsi constituaient une grande partie de son armée. Voilà, une grande partie de son armée. Ils étaient ensemble et ils avaient des pactes, des choses qu'ils ne devraient plus faire aux Gurunsi. Voilà, donc jusqu'à ce que lui aussi il parte, il y avait Babatou qui est venu. Babatou à partir de 72, à partir de 62 à 74, à partir de 1872 jusqu'à 1901. Babatou, lui, il était venu, vraiment, lui, il est venu tout nyaminé. C'était un guerrier, c'était quelqu'un qui s'attaquait à tout. À tout, voilà, d'accord, c'est bien compris, Monsieur Maïga. Et maintenant que nous sommes sur la même longueur d'onde, nous allons poursuivre cette émission avec l'art de chenou. Et pour cette rubrique, nous allons à la découverte d'une danse atypique des Germains, la danse des possédés. C'est vraiment atypique, hein, Monsieur Maïga. Et avant d'en parler, nous allons bien entendu suivre un petit VTR, la régie, avec la complicité de la régie. Et voici que le rythme change et que chaque minute et chaque geste appelle au milieu de ces êtres vivants d'autres êtres, impalpables ceux-là, mais si terribles et si puissants que toute la vie des hommes n'est qu'un grain de sable dans leurs mains, une herbe folle sous leur souffle. Et voici qu'une femme s'est arrêtée. Elle oscille debout, l'œil égaré, respire avec peine car la venue des esprits ne se fait jamais sans souffrance, cherche de ses yeux fixes, à travers les visages, l'ombre diffuse du génie obscur qui l'a tout à l'heure touché à l'épaule et qui maintenant passe en elle. Elle a jeté son châle. La sorte d'hystérie qui la saisit la gagne peu à peu tout entière. Elle hume à travers le vent le fumet de mystère auquel nos sens de civilisés sont devenus réfractaires. Une présence étrangère s'est installée en elle. Une présence mystérieuse, maintenant incarnée dans cette pauvre femme de tout à l'heure, dont le langage même est changé. Et tout le monde a reconnu la présence incarnée. C'est celui qu'on invoquait, celui qu'on glorifiait, celui qui a accordé à son peuple la mort de l'hippopotame, celui qui demain, s'il le veut, accordera encore des amas de bonne nourriture. Diko, le génie du fleuve. Diko est là. Diko est là. Et autour de la possédée, l'hystérie devient collective. D'autres génies sont survenus appelés par le son des calebasses et les incantations. Ils sont là et ils veulent eux aussi leur part de la vie des hommes. Sous le regard de l'halluciné, un homme se convulse. Un autre tombe à la renverse. Et un autre commence à saliver, la bouche pleine de mousse blanchâtre, comme atteint d'épilepsie. Les génies sont entrés dans les hommes, ou plutôt ce ne sont plus des hommes qui dansent, parlent et agissent, mais les génies même à qui ils donnent asile. Celui-ci, sans crainte du feu, passe une torche sur sa peau, celui-là... Waouh, Monsieur Maïga, c'est vraiment atypique comme danse. Avant de revenir pour en savoir davantage avec vous, nous allons quand même permettre à Monsieur Abassagué d'apporter un regard critique à ce que vous venez de voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais d'abord, avant de revenir à mes vraies impressions, je vais dire que nos sociétés avaient depuis toujours des codes et aussi des sources d'inspiration. Parce qu'il faut être enraciné sur quelque chose. Et c'était des choses qu'on pouvait expliquer, des choses qui se vivaient. Maintenant, si vous voulez mon avis en tant que Kassena, moi je dirais que chez nous on fait beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi ils ne viennent pas apprendre chez nous
C'est ça. Voilà. Voir des gens tomber en transe de la sorte. Oui, ça se trouve partout. On n'a pas de la même façon, mais chaque ethnie a ses sources de pouvoir, ses sources de croyances, mais aussi ses sources qui donnent du sens à la vie. Parce que quand on naît, on grandit, après il faut mourir, il faut qu'il y ait du sens à la vie. Voilà. La religion n'est pas venue seulement de l'Occident. Les peuples avaient tout un système parce que, comme vous le voyez, c'est quelque chose qui est très stratifié, où chacun joue un rôle, où quelqu'un ne joue pas le rôle de l'autre. C'est ça. Et ailleurs, on a magnifié d'autres choses ailleurs. C'est très bien qu'on puisse montrer ce genre de culture, parce que c'est juste de la culture. Alors aujourd'hui, avec les religions révélées, on va tout mélanger, mais il y a la part de culture qu'il ne faut pas. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant. Moi, je la connaissais, cette danse. Je suis content de retrouver ça dans vos archives. D'accord. Merci, monsieur Abasaki. Alors, monsieur Maïga, parlez-nous de la danse des possédés. J'ai regardé, j'aurais aimé que ça soit actualisé parce que nous avons ces danses qui sont aujourd'hui, ça c'est, vous voyez même le commentaire, c'est depuis le temps. Même la qualité de l'image. Voilà, vous avez vu, c'est du noir, mais aujourd'hui nous avons encore des images beaucoup plus jolies et beaucoup plus qui expliquent mieux. D'accord. Voilà, mais tout compte fait, et je reviens à ce qu'il a dit. Je pense que c'est l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Et comme il a dit, nos sociétés, toutes nos sociétés ont des canaux qu'ils utilisent pour la spiritualité, qu'ils utilisent pour l'expression culturelle, qu'ils utilisent pour beaucoup de choses qui servaient à un lien social très très avancé et qui servaient beaucoup. Maintenant, parlant de la danse des trans, ça c'est en français, on l'appelle la danse des trans. Sinon, au fond, on l'appelle la danse des follets. Follet qui veut dire littéralement en son rail folie, voilà, et qui veut dire folie. C'est un rituel qui se passe très souvent en milieu songhoi pour prévenir beaucoup de choses. Généralement, comme vous l'avez vu, c'est des esprits qui se matérialisent à travers, comme on les appelle, des chevaux, qui montent sur l'air tamé. Tamé, c'est le sujet. Voilà. Donc c'est un esprit qui vient habiter un corps humain et qui s'exprime. Qui apporte des solutions, qui apporte des prévisions, qui annonce, qui guérit, qui consolide, qui essaie de c'est des actes que parfois même le chef ou bien le premier responsable de la communauté ne peut faire. Voilà. Mais là, est-ce que c'est prémédité? Est-ce que les acteurs sont définis au préalable? Ou voilà, on commence la danse et comme ça, de façon inopinée, les génies se saisissent d'une personne X sans pour autant qu'on définisse la personne? C'est un processus. D'accord. C'est un processus du fait que d'abord, si tu n'es pas initié, tu n'as pas accès à cette danse, à ce rituel même. D'accord. Donc dans l'initiation, il y a d'abord l'apparition des anomalies sur un individu. On commence à voir que la personne n'est plus elle-même, jusqu'à ce qu'on vous dit en réalité, cette personne est possédée. Pour qu'elle puisse effectivement se révéler, donner son nom, le génie va donner son nom et le pourquoi le génie a choisi telle personne comme cheval pour pouvoir monter. Donc il y a une cérémonie pour que cette personne-là soit initiée. Maintenant, une fois que tu es initié, tu as le nom et les génies ont des noms. Il y en a beaucoup, il y a Dongo, il y a Batekena, il y a Harore, il y a Samao, et chaque génie incarne quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, quand Dongo arrive,
c'est que généralement c'est pendant la saison de pluie. Dongo est le maître de la foudre, maître de l'eau, maître du vent, maître tout ce qui concerne la saison, tout ce qui concerne la foudre, c'est Dongo. Et Dongo peut prévenir ce qu'il faut faire comme sacrifice pour que la saison soit bonne, pour que la foudre ne tue pas des gens, pour que ainsi de suite. Donc chaque génie a son caractère spécifique. Maintenant, c'est un rituel qui se fait à un certain moment voulu par ceux-là qu'on appelle les maîtres de ces initiés-là. On les appelle les Zimma. Zimma, c'est le maître. Lui, c'est lui qui commande. Et chaque génie, chaque follet, chaque individu possédé doit passer son message par le Zimma, par leur maître. Voilà. Donc, le message que le génie lui a transmis. Normalement, c'est le maître, le Zimma, qui écoute, qui prend, et même ce qu'il y a lieu de faire, c'est lui qui coordonne. Voilà. Maintenant, les calebassiers, les violonistes et tout ce qui s'ensuit, ça c'est le cérémonial. Mais l'ensemble de tous ceux-là qui sont possédés, en fait, c'est un lien, ça crée un lien très fort de cohésion, parce que ça se complète. Le pouvoir du chef, la communauté entière et ses esprits, avec leurs possédés, ensemble, transmettent un message, cohabitent dans un système qui leur permet de maintenir un certain lien qui est spécifique si tu n'es pas dans le domaine. Vous avez dit que la danse a évolué. Est-ce que toujours aujourd'hui, les gens continuent de tomber en transe ou les Djerma ont modernisé la chose et maintenant ça se fait plus, voilà, raison gardée, je vais dire ça en griffe. Celle que j'ai vue tout de suite, Silima, ce n'est pas un Djerma, c'est une poulotte. En fait, la possession ne s'agit pas d'ethnie. Ok. Et généralement, quand vous voyez... C'est une culture propre à vous. C'est propre à nous. D'accord. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit dès le départ, le Songhai, ce n'est pas seulement le Songhai. C'est ça. Voilà. Et tout ce qui se passe dans nos communautés, ça embrase carrément la forme cosmopolite des habitants qui y vivent. Donc, c'est celle que j'ai vue, c'est une poulotte. Maintenant, ça ne s'agit pas d'ethnie. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes possédé, vous êtes dans la communauté des possédés. Vous êtes dans la communauté de la danse des trans. Il n'y a pas d'ethnie là-bas, il n'y a pas de sexe. Bon, il y a le sexe en fonction des génies. Il y a des génies qui prennent uniquement des femmes. Il y a des génies qui montent uniquement des hommes. Et on les appelle Houka, Genhola. Mais aujourd'hui, avec la modernisation, il y en a toujours, et même le 11 décembre et le 11 mai passé, et j'avais des films que j'avais voulu vous donner, et ce 15 mai qui arrive aussi, il y aura. Vous allez voir en réalité des gens timides, simples comme ça, sur le plan social, vous les voyez, des gens ordinaires. Mais ce jour, quand ils vont rentrer en transe, vous n'allez pas les reconnaître. Vous n'allez même pas les reconnaître. Mais c'est comme il l'a dit, c'est un moyen, un lien de cohésion, un lien sociétal qui en dit long. Comme le milieu, j'ai fait Boulsa, ils ont des masques. Et ces masques ne parlent pas, mais ils ont un langage. Quand il s'exprime, celui qui le suit, c'est ce qu'il est en train de dire. Mais nous, communs de mortels, on ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Mais est-ce qu'il y a des actions qui permettent de pérenniser cette pratique-là? Parce que c'est propre à nous, c'est propre à notre culture. Qu'est-ce qui est fait pour pérenniser cela? Il l'a dit aujourd'hui avec tout ce que nous voyons comme civilisation, autre civilisation importée. On a tendance à croire que tout ce que nous avons, on nous a fait croire que tout ce que nous avons, c'est mauvais, c'est satanique. On a enlevé pour nous dans nos têtes, ils ont mis pour eux. Aujourd'hui, nous sommes plus chrétiens que les chrétiens d'origine. Aujourd'hui, nous allons trouver un qui est plus musulman que l'origine, ceux qui ont commencé l'islam. Et dommage, je vais le dire dommage, parce que paraître, on ne peut jamais être. Voilà. Aujourd'hui, nous ne sommes ni eux et nous avons quitté là où on était. Et ils arrivent à nous manipuler comme ils veulent. Du moment où tu ne peux plus repartir là où tu es et tu ne peux pas être comme lui. Voilà, nous sommes restés au milieu, mais heureusement, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'actions qui sont en train de se faire. Et bien, Dieu merci, avec l'arrivée du nouveau gouvernement,
qui nous a permis de revaloriser et nous a donné une période même pour ce qui est de nos entités culturelles. Pour mieux vous exprimer. Pour mieux nous exprimer aujourd'hui, on se sent très à l'aise. On se sent très à l'aise. Moi, je suis à la tête d'une association qu'on appelle Alada. Alada, ça veut dire Roromik et Amoré, ça veut dire les coutumes, les us. Je suis à la tête de cette association pour pérenniser, pour faire la promotion de tout ce qu'on a tendance à vouloir laisser. Nous avons repris. D'accord, merci M. Maïga. Nous comptons vraiment sur vous pour pérenniser déjà cette valeur-là propre à nous et pour faire voyager, pourquoi pas, notre culture au-delà même de nos frontières. Alors, nous allons poursuivre avec la toute dernière rubrique, la beauté africaine. Et vous le savez, hein, comme d'habitude, avant d'entamer cette rubrique, nous allons souffler en musique. Et c'est après ceci. Et nous sommes avec notre chroniqueuse maison pour parler de la beauté de chez nous. Bonjour Sadia Ibriga. Bonjour Annie. Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Je vais bien chez toi. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bonjour messieurs d'abord et bonjour chers téléspectateurs. Dans la rubrique beauté africaine, nous allons atterrir chez les Kassena. Et là, nous allons parler de l'extraordinaire peinture murale traditionnelle appelée le Dora, en langue locale Kassena. Ce art pictural relève particulièrement de l'ingéniosité et du savoir-faire des femmes Kassena. Donc, tout d'abord, nous allons voir ensemble les matériaux qu'on utilise pour fabriquer la peinture.
Ensuite, voir même la décoration. Et enfin, voir avec M. Abassagé sur l'histoire, même l'aspect culturel même du Dora. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons passer aux images. Un peu ça. Ah, c'est très beau, hein, M. Abassagé. Oui, très beau et chargé de sens surtout. Ok. Donc on va laisser M. Maïga. On va permettre à M. Maïga également de s'ériger en juge, hein, et de critiquer cette belle image. En tout cas, moi, je la trouve très belle. Moi aussi, je la trouve très belle. Parce que quelque chose qui vient de chez toi. Ah non, honnêtement bien. Je vais vous dire en toute sincérité, c'est vrai, c'est eux qui ont su valoriser ça. Mais quand on va chercher les origines, c'est chez nous. Ça vient de chez vous. Ça vient de chez vous. Voulez Chez changer nous. l'histoire, Non, je ne apparemment. change pas l'histoire. En réalité, c'est parce que le blanc nous a eu. Nous, on n'avait pas quelqu'un pour matérialiser. Et je vous ai montré des images. Mais comment ça s'est passé qu'ils aient pu matérialiser cela? Oui, aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, c'est que les colons nous a importé. Aujourd'hui, nous voulons même expérimenter ça plus que le colon lui-même. C'est que nous sommes allés les coloniser, nous leur avons appris. En réalité, ils ont été sincères, ils ont gardé ça, ils ont gardé la ligne. En toute honnêteté, il faut les reconnaître ça. La franchise, le courage, le travail, l'intelligence, ça, ils ont su garder ça et ils ont su pérenniser ça. Ça, il faut reconnaître. Ce que je vois, ce sont des décorations que vous pouvez trouver dans des maisons Songhai. Dans des maisons Songhai. Et même aujourd'hui, si vous voulez, je vais vous faire la chasse aux images et vous les rapporter. Après, on va les visiter. Voilà. Maintenant, ils n'ont pas su mettre ça comme aujourd'hui, nous voyons ce que les Kassena font. Mais il faut remarquer que c'est quelque chose de très, très, très laborieux, très joli. Et mieux, ça parle. Là, quand vous allez voir quelqu'un qui s'y connaît, la personne va vous dire exactement les images, les couleurs, tout parle. Voilà. Alors, merci bien, Monsieur Maïga. Sadia? Ok. Comme je le disais, cet art pictural relève particulièrement de l'ingéniosité et du savoir-faire des femmes Kassena, même si les hommes se voient réserver la tâche de construction. La phase décorative revient exclusivement aux femmes. Oui, oui. Donc, c'est de leurs mains expertes que sortent les couleurs et les figures qui donnent du cachet authentique à l'habitat Kassena. Mais derrière ça, il y a un travail en amont de la préparation des matériaux, tous issus des ressources locales. Donc, on va voir le rouge. Voici. Ça, c'est le rouge de la latérite, le blanc du kaolé, la régie, voilà, ça c'est du blanc du kaolé, le noir du granit, la bouse de vache et les écorces de néré sont entre autres les matières premières utilisées pour réaliser les surfaces à décorer et composer ces principales couleurs que sont le rouge ocre, le blanc et le noir. C'est un peu ça. Merci Sadia. Monsieur Abassagé, est-ce qu'il y a une histoire derrière cette architecture atypique chez les Kassena? Bon, soit dit en passant, pas plus tard que c'était vendredi, lors du festival à Tchébélé, j'ai vu quelqu'un qui a écrit, qui a dit que c'est eux qui ont amené cette culture-là. Et maintenant qu'on a la cour royale de Tchébélé est inscrite au patrimoine mondial, personne ne parle d'eux. Donc ça fait déjà une deuxième personne. Avec un peu de chance, on en aura d'autres. Alors c'est pourri, mais derrière l'art décoratif Kassena, je ne pourrais pas vous dire ça remonte à où. Et c'est vraiment tout le mystère, parce que tous les chercheurs qui ont fait les études, pour trouver cette forme ailleurs, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. On est allé jusqu'au Tchad, il y a des traces chez eux, comme il a dit, il y a des traces au Nigeria, des traces en Égypte. Mais sous cette forme, non. Et plus,
comme on le disait, Maïga aussi le disait, chaque signe est un langage. Pour une jeune femme heureuse, quand elle décore sa maison, on peut savoir que c'est une femme qui est heureuse. Une femme dont le mari ne vaut rien, quand elle décore sa maison, pour ceux qui lisent les signes, surtout les femmes, parce qu'elles se parlent entre elles pour critiquer leur mari. Quand tu passes, tu sais aussi. Mais c'est surtout deux choses que je veux souligner sur ce point. C'est d'abord l'aspect beauté chez la femme Kassena. L'esthétique chez la femme Kassena est vraiment sacrée. Chez nous, on dit, quand tu rentres dans la cour et tu dis bonjour et des saletés te répondent, c'est que tu es célibataire. C'est-à-dire, la première chose qu'on remarque chez une femme Kassena, quand on met le pied, c'est la propriété. Elle peut porter un habit déchiré, mais ça va être toujours très propre. C'est ici que moi j'ai vu une marmite avec des taches noires là-dessus. C'est ça. Chez vous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toutes les marmites ont toujours la couleur d'origine. Le cuivre, c'est quoi qu'on utilise là. La femme lave la marmite jusqu'à ce que toute la marmite, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour même qu'on puisse se mirer là-dessus. Elles sont très travailleuses. Voilà, tout. Et ce que vous voyez sur le mur, c'est pareil pour le sol. Parce qu'on décore normalement le sol aussi, etc. Bref, pour ne pas faire long, la deuxième chose que je souligne, c'est la recherche du matériau bio pour le faire. Parce que vous avez parlé de bouse de vache et d'écorce de néré, oui. Mais c'est de la matière pour garder ensuite la dureté à la fin, notamment l'écorce de néré. C'est des choses, quand vous finissez et vous mettez l'écorce, vous pouvez taper 1 année, 2 ans, 3 ans sous la haute pluviométrie qu'on connaît en pays Kassena, parce que nous sommes en zone pré-guinéenne. Donc, c'est-à-dire que en le temps, les gens avaient déjà réussi à trouver le système pour vraiment créer des choses, faire des mélanges de couleurs et qui durent dans le temps. Donc, nous n'avons pas appris ça avec le blanc. Nous voulons souligner ça. Donc, on voit que, non, je veux dire, au-delà de l'aspect esthétique, il y a un message que les dessins sur les murs racontent. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Alors, les études sociologiques disent que les femmes aimaient faire ça parce que quand ils font ça, ce travail, il n'y a pas d'homme à côté. C'est leur endroit où ils partagent un peu leurs petits secrets. Voilà, moi j'ai mal au ventre, tous les jours j'ai mal au ventre, vous faites ça, ou bien demain il faut aller voir une telle, etc. Moi, et les jeunes filles, si on commence à leur apprendre, vous êtes comme ça, je t'ai vu hier, tu es en train de parler avec un homme, quand ça commence comme ça, c'est que tu vas avoir des problèmes. Donc c'est tout un cadre d'éducation et de change de secrets. Et aussi, chaque fois que moi je prépare le gombo, bon, je ne sais pas comment je fais, mais on dit non, mets un peu de ça, est-ce que tu as mis ça? Et c'est comme ça, c'était un peu les endroits de socialisation et de partage de secrets. Puis tu ne vas pas là-bas, tu n'auras jamais les secrets. Ça, c'est d'une part. Et deuxièmement, comme j'ai dit, chaque signe mêlé, c'est un peu comme des hiéroglyphes en fait. Chaque signe veut dire quelque chose. Mêlé, posé côte à côte avec un autre, le langage peut changer. Mais venu, si ça vient 2 fois après un, ça veut dire. Donc, c'est tout un langage. Donc, il faut aller voir ce qui a été fait pour comprendre ce qui est dit sur le mur. Mais est-ce que ces femmes-là même comprennent le message? C'est elles qui font les dessins, mais est-ce qu'elles-mêmes comprennent ce qu'elles font? Absolument. Pas aujourd'hui. Et comme vous l'avez vu, sûrement vous allez revenir là-dessus. On est en train de rééduquer, mais dans le temps, une femme se doit de savoir ça. Puisque toutes les maisons, imaginez, tout un village, tout ce que vous connaissez comme pays Kassena était décoré comme ça. Chaque maison, une femme qui n'a pas sa maison décorée comme ça, sauf soit ton mari n'a pas les moyens, ou tu es une femme esthétiquement nulle. On te considère même pas comme une femme. On ne te considère pas. Quand tu viens, on parle, tu ne parles pas. Parce qu'on ne parle pas de vous autres là. Donc ces femmes lisaient, elles apprenaient et on transmettait comme ça d'aînés à jeunes, à plus jeunes. Et mieux, je finis sur ça, sur le langage, c'était comme une langue vivante. Au fur et à mesure,
on créait de nouveaux signes. On créait de nouveaux signes et quelqu'un va aller dire que dans tel village, il y a un nouveau signe qui est né, qui permet, en mélangeant ça, de dire autre chose. Et c'est comme ça que les signes sont venus. Comme il a dit, ça s'est amélioré au fil du temps et on a ce qu'on a. Et face à la modernité, parce qu'on voit que ça est en phase de perte de vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça revienne? Le défi de la pratique est vraiment face à la modernité. Tout à fait. Déjà, nous avons pris le problème très tôt. Donc, nous, avec les associations, comme il le fait Maïga Chebi, avec les associations, nous menons un travail de transmission, de modernisation aussi. Parce que pour ceux qui sont passés au Sénaja, on a repris ça avec du matériel moderne sur des matières, un bâtiment moderne. Voilà, et ça a créé des trucs. Les femmes sont allées en Chine, en Italie, pour aller reproduire ça. Mais tu ne peux pas le faire avec la matière, comme on dit. Donc, on travaille d'abord à moderniser ça pour que les gens construisent de plus en plus en dur. Tu n'as pas le choix, on ne pourra pas empêcher ça. On ne va pas dire aux gens de rester dans du banco éternellement. En tout cas, tout le monde ne pourra pas le faire et tout le temps. Donc, comment, en construisant avec du matériau moderne, on peut encore avoir ces expressions-là. Donc, si vous arrivez à Tébélé, vous pouvez avoir une maison qui est construite en dur et puis aussi qui a les peintures. Mais aussi, au niveau des jeunes filles, les lycées, il y a des concours. J'ai un de mes neveux qui organise le concours d'Ora, qui chaque année fait venir les lycéens, les lycéennes surtout, et qui se remettent, et ça permet de transmettre le savoir pour ne pas le perdre, mais au contraire à le raviver. D'accord, merci bien Monsieur Abassagui. On voit qu'il y a des actions qui sont entreprises pour pérenniser déjà la pratique, et ce qui est d'ailleurs très bien. Et nous sommes quasiment à la fin de cette émission, hein. Mais avant, nous allons permettre à chacun nous allons soumettre à chacun un exercice, celui de véhiculer un message de cohésion sociale. Au vu du contexte actuel du pays, nous en avons besoin. Nous avons besoin que toutes les communautés se mettent ensemble pour faire front déjà à ceux qui s'érigent en ennemis du pays. Monsieur Abassagui, en langue kassina. En langue kassina, on a tanene balamene de télécanto C360. C'est baloir net, tu as un maire de des gens des ends, tu compères, des gens des ends, tu as gouvernement. C'est non tenez, yo, germano, abayen, herba, y duimu. Connaît contomo, n'ayant ne que voilà, ne que silmien, ne que d'huile de maman. Rama Kidandi, Burkina, Neri, Turodome, non à la soie sur ou Bakerba, des ans de cesser des garagiens, de vendre vous, c'est dîner, d'où un quoi, maman, bassin, bacoco, you won't tire un cobo. Gis donner de quoi bien, d'abadara, quoi bien, mais, moi, my Burkina, de quoi c'est des gardes contre c'est la garantie, c'est tout compte. Merci, Monsieur Abassagui. Alors, Monsieur Maïga va se prêter au même exercice. J'espère que c'est pas... Il n'a pas parlé mal de moi. On va sortir, ils vont t'expliquer. Non, il va vous expliquer plus tard. Ok. Et pour commencer, il faut dire Alhamdulillah, Tabarakallah. Irmne indir koy sabu. Ir koy sabu kan ganir hun, kan ganir kukuru. Et irm telo kan non ir invité hon, irm kakselen 360 manu miobo. Irgo ki foninda, irgo ki man gouvernement mo foninda kayondu la kalo, kayondu hina, kan hinkna ir kul kag hin sele ilman dume, ndir manu mise bon. Ama sin hon la kaltuno kango irbon alhabaro wal senno kan ir hin tonendi ir nyaize kuddo, ir nyaize ir manu nyaize kayongo Burkina kam kelta chakulu. Irmu tabatendi kan ir kul batkal inanda mise dino. Irkul irkoy ganir hun owo dum tare senne akan mera ama dum tare vumbo ari koy kacce owo agaw zabir kutti dum forlo owo gurusi ihay ene hayega fulangi ihay ene hayega tamasheke ihay ene hayega mosinke gorksinen gurusi donc borom nen dumo halbon nen dumo howo sendeno bor kande zama dum tare howo asin som kuye jine
irkutte dum follon irkul patizo batkala Burkina Faso man izeno ngiseno ho Burkina Faso kam ketta ta kulu borkunsne e dumo wal idumo zamir kutte dum follon wodin seno ir ngare ir kun kerkabdi irmi kerkabdi irmir koy ngare amu irno hina kan hin ka hayo ka irbo kan hin katirse dogona kan hin katirse sujo irman laboga kan hin katirse la kalkene irman labola. Merci beaucoup, Monsieur Maïga. Nous sommes à la fin de cette émission, nous disons malheureusement. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, prenez bien soin de vous et restez toujours en compagnie de nos programmes sur la C360. Au revoir.